Aujourd'hui, le squad, notre invité est un réel baroudeur, un kiné du monde, mais surtout le kiné du sport qui sait manier la caméra pour nous plonger dans ses aventures sportives. Il travaille notamment dans le football et les sports motorisés, dont on parlera bien évidemment au cours de notre conversation. Je parle bien sûr de Pierre, kinéaste sur les réseaux. Pierre, salut, bienvenue sur le Salut, podcast du squad de la performance. Comment vas-tu? salut Max. Merci beaucoup de m'inviter. Quelle intro, dis donc. Pour moi, c'est véritablement l'intro qui te décrit le mieux. Tu as commencé sur les réseaux, notamment sur YouTube, via le voyage, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai commencé par là il y a un petit moment maintenant, 2017, ça date. Après mes études, j'ai décidé de pas travailler tout de suite et j'ai fait comme beaucoup de kinés, je pense aussi. J'ai pas mal baroudé et Mhm. j'ai pris 2 années de ma vie pour faire un tour du monde, pour faire plusieurs pays, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo aussi. J'étais vraiment passionné de voyage et puis de ce que je pouvais voir en vlog et tout ça sur Internet. Et j'avais aussi, moi, envie de raconter des histoires et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter la mienne à l'autre bout du monde. La kiné est venue bien après. Ouais, bah justement, j'aime bien poser le contexte et expliquer la découverte de mon invité. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube, où à l'époque, tu faisais uniquement, bah, comme tu le dis, des vlogs de voyage. Et il me semble que c'est la vidéo sur la Norvège où je t'ai découvert. Je suis également un passionné de voyage et de découverte du monde. J'ai pas eu la chance de barouder autant que toi, mais ça ne serait tardé, j'espère. J'avais trouvé ça super cool, en fait, ce que tu proposais. Je m'étais beaucoup identifié à tes vidéos, étant donné que je suis kiné également. Et en fait, c'est bien plus tard qu'on a échangé sur Instagram. Tu commençais à proposer du contenu beaucoup plus sur le sport. Et en fait, c'est surtout par l'intermédiaire d'un collègue qu'on a en commun, Tom Bernigo, qui m'avait parlé de Ouais. toi. Donc voilà, bien évidemment, on lui passe le bonjour. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, ouais, qu'on avait commencé à échanger sur les réseaux. Ouais, ouais. Tom qui est toujours à Lyon, Ouais, d'ailleurs. ouais, toujours à l'Olympique Lyonnais, ouais, avec les jeunes, avec qui on a pu travailler un petit peu Et quelques c'est mois. marrant comment c'est, comme tu le dis si bien, mais c'est un petit milieu, c'est vrai qu'on se connaît assez tous. Et on a des connexions aussi, même à la suite, où finalement on arrive à se retrouver, c'est marrant. Je pense que si c'était pas les réseaux, on se serait forcément connus d'une autre façon, c'est Ouais, intéressant. Mais merci exactement. pour le voyage et pour tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de kinés aussi qui ont un peu cette fibre qui ont la bougeotte et qui vont à droite à gauche. Il y en a beaucoup à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, Mhm. et à droite à gauche dans le monde aussi. Je pense qu'on a tout ça un petit peu en nous et on a la chance d'avoir ce boulot aussi qui nous permet de le faire aussi. Donc là, des fois on parle de ouais, t'as de la chance de voyager, on a surtout la chance d'avoir choisi ce boulot-là et de mener un peu cette vie-là. Force est de constater beaucoup de kinés sur les réseaux s'identifient un petit peu à ça parce que aussi ont la fibre du voyage. Ouais. Ouais, exactement. Je pense que, comme tu le dis, ça va parler à beaucoup de nos confrères. Pierre, peux-tu commencer par te présenter tout simplement à ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bon, rapidement, et puis après le voyage, il y a eu la kiné. J'ai commencé vraiment à travailler en 2019 et comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé par des remplats et puis trouvé un poste en tant qu'assistant. Là, on est en 2019 et je n'y trouvais absolument pas mon compte. Je pense que j'étais assez dérouté et là de la kiné libérale, surtout celle en province, à prendre plusieurs patients en même temps. Je l'ai fait aussi et Mhm. jette pas la pierre à ceux qui continuent de le faire. C'est très délicat finalement avec ce système de santé en France. Mais je m'y retrouvais pas. En même temps, je passais mon kiné du sport avec l'entreprise Kiné Sport Expert. Mhm. Donc j'avais choisi celle-ci. Ça m'a mis un an. Il y a eu le Covid aussi à la fin de celle-ci. Et c'était une évidence que je voulais travailler dans le sport à la suite de cette formation pour avoir l'unique et bonne raison d'appliquer ce que j'avais vu. Je trouvais ça trop dommage de retourner au cabinet et de faire de la thérapie manuelle et de peut-être pas avoir le temps finalement d'avoir des armes en réathlétisation, en nutrition du sport, en gainage, en plein de choses que nous offre cette formation et de ne pas pouvoir les appliquer. Pour moi, c'était une hérésie d'avoir cette formation qui coûte assez cher et de ne pas la mettre en place dans une structure professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai atterri au Paris FC en 2020, à la fin ou en plein milieu du Covid, pour commencer finalement ma carrière dans le sport. Je suis moi-même pas du tout, j'étais pas du tout sportif avant mes études de kiné. J'y connaissais pas grand-chose dans le football. J'avais posé des CV dans le foot, j'avais posé des CV dans le rugby aussi, je cherchais un sport collectif pour la simple et bonne raison que bah, c'est là où il y a des offres d'emploi et c'est là où financièrement ça peut suivre ou du moins à l'époque je le pensais. Ouais, On va en exactement. parler. Et donc je cherchais forcément quelque chose où je pouvais m'établir, quitter ma ville, j'étais à Amiens, et commencer quelque chose et un vrai projet professionnel. J'avais à cœur de peut-être suivre aussi les kinés que j'avais pu croiser en kinésport, qui eux l'avaient fait avant moi, et je voyais par là une petite ligne directrice. À la suite de ça, c'est ajouté bah, plein de choses grâce aux réseaux sociaux qui montaient aussi un petit peu de fil en aiguille. Il y a eu des contacts établis pour faire des rallyes. C'est comme ça que je me suis retrouvé la première fois en 2019 en plein milieu du désert au Maroc avec un athlète, on en reparlera tout à l'heure, Axel Alétru, pour un Bien sûr. premier rallye à deux en buggy.
pour faire son kiné du sport là-bas. Et s'en est suivi plein d'autres choses. Maintenant, l'automoto, le WC avec l'endurance moto chaque année, avec la team Énergie 91 Endurance. Le Dakar, notamment, tous les 2 ans. Et puis plein d'autres choses aussi en lien avec la kiné du sport. Et maintenant, c'est devenu plus qu'une passion et un côté pro, mais vraiment un mode de vie dans lequel je me sens bien, je m'établis et je sais que plus tard, je pourrais continuer d'établir de nouvelles choses. Actuellement, j'ai quitté le Paris FC l'année dernière. Je travaille toujours dans le foot pas pro, mais semi-professionnel. Je suis au Paris 13 Atlético en National 1, où je Mhm. m'éclate, où je peux fonctionner aussi d'une autre façon et peut-être avec plus de liberté. Et je travaille aussi en libéral à côté. Et je me sens enfin bien, après 5 ans d'exercice, où je peux allier le côté intéressant financier du libéral et garder une proximité avec les patients et avec n'importe quel patient de toute pathologie. Et le côté un peu technique et un peu plus sexy du sport de haut niveau, du sport en règle générale avec une structure à côté. Si c'était pas le foot, ce serait autre chose, mais j'ai ce besoin de garder un pied dans les deux. Je me reconnais beaucoup dans ton témoignage parce qu'effectivement, moi aussi, quand j'ai bossé à l'Olympique Lyonnais, j'étais en temps partiel. Donc, je travaillais aussi dans un centre de kiné. Et c'est vrai que beaucoup de personnes croient qu'on travaille dans le football et dans le sport de haut niveau. Ils s'imaginent qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est loin d'être le cas. Souvent, effectivement, on gagne mieux notre vie en libéral. Mais effectivement, on a cette dualité dans notre esprit parce que l'exercice est complètement différent. À nous, je pense aussi de créer notre mode d'exercice, en fait. Ah, bien sûr. Et chacun a la sienne. Je pense qu'il faut arrêter aussi de prendre tout le monde pour modèle. C'est que Ouais. chacun va s'y retrouver différemment. Et chacun est différent là-dessus aussi. Mm. Donc ouais, ça c'est peut-être plus un message qui s'adresse aux étudiants ou à tous ceux désireux de faire un peu comme nous, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, je pense que voilà, faut s'inspirer un peu de ce qu'on voit, se questionner et puis après faire sa sauce. Tu es très, très présent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. On parlait aussi de YouTube. Je te sens véritablement investi d'une mission professionnelle. Quelle est-elle Moi, en fait? je prends du plaisir avant tout. Et je pense que c'est important en premier lieu. Je n'ai pas une stratégie comme certains l'auraient. Avant, je parlais de voyage, ça marchait à moitié. Je vois juste que depuis que je parle de kiné du sport, ça intéresse beaucoup plus de monde. Et donc, c'est tout autant intéressant de poster des choses. Alors, peut-être que je m'amuse un peu moins que sur le voyage avec mon drone et mes cascades, mais je prends quand même un plaisir fou à faire de belles images pour parler de choses que je connais ou que je crois connaître, en tout cas, sur l'affaire du sport et de plus en plus sur la préparation physique parce que je pense que les deux sont inaliénables et que ça me paraît une évidence de parler des deux. Je me refuse par contre de parler de faites ces 10 exos pour votre tendinopathie. Certains le font et grand bien leur face, il n'y a aucun problème et je leur jette pas du tout la pierre. Mais moi, c'est mon métier en fait et j'ai pas à le divulguer de cette façon sur les réseaux sociaux de façon gratuite. Les réseaux sont une porte d'accès à un nombre de contacts incommensurable sur la sphère kiné, santé et tout ça. Hmm. Les réseaux sociaux ne m'ont apporté que du positif, que du bon. J'ai pas de haters, j'ai pas de mauvais commentaires, j'ai pas tout ça. J'ai des messages tout le temps pour j'ai mal au genou, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, sur ce genre de truc, faut pas cracher Ça fait là-dessus. partie du game, ouais. Ça fait partie du truc aussi. Si les gens ils viennent vers nous, c'est qu'ils sont un peu désespérés et que peut-être qu'ils pensent qu'on est bon aussi. Donc il faut aussi relativiser. Mais ouais, les réseaux, c'est un super truc. Ça a changé ma life. Vraiment, ça m'a apporté que des bons contacts, que des bons échanges. C'est le cas aujourd'hui, ce dont on est en train de faire. Je continuerai vraiment le plus longtemps possible à alimenter cette source-là. Elle est tout aussi importante que ce qu'on fait au cabinet ou sur les terrains. Et tu vois, c'est intéressant, tu parlais de kiné, de préparation physique, qui pour toi sont clairement liés. Je partage bien évidemment ce que tu dis. Et entre tout ça, il y a la réathlétisation. J'aimerais qu'on parle de ce domaine qu'on affectionne tous les deux. Ouais. Selon toi, voilà, un athlète qui est blessé, la réathlétisation, elle commence quand? Qu'est-ce qu'on est bien dans notre cabinet, mais finalement, qu'est-ce qu'on demande à en sortir, hein. C'est fou quand on bossait au football. J'imagine que toi aussi, dès que tu faisais une réathlée, on était un peu fou au début. Je ressens jamais autant d'investissement, que ce soit de l'athlète ou de la mienne, dès qu'il y a un ballon ou dès qu'il y a des cônes sur un terrain. Et ça me fait le plus grand bien. Quand est-ce que je la commence, cette réathlée? Eh bien, moi, j'ai des patterns, j'ai des choses à valider. Je pense que c'est pareil pour n'importe qui en tant que kiné. Je m'efforce d'être très scolaire. Et dans tout mon travail, je reste scolaire parce que je pense qu'il y a une part aussi de manque de confiance en ce que je fais. Et donc, j'ai besoin à chaque fois d'avoir, OK, est-ce que dans les délais, s'il y a une chirurgie ou quoi, je suis bon? Est-ce que dans mon testing, je suis bon? Est-ce que à l'étirement, à la palpation, mes break tests et tout ça, est-ce qu'il est négatif, mon gars? Est-ce qu'il a retrouvé 90% de sa force de façon bilatérale?
Est-ce que au test d'asymétrie, au test de saut, il est bon? Et si je valide tout ça, si je valide des petites cases à chaque fois, oui, il peut aller en réathlé. Ça m'est arrivé d'aller en réathlétisation beaucoup trop tôt avec des mecs et de leur refaire mal derrière. Ça m'est arrivé, ça me réarrivera plus, j'espère. Parce que ça fait bizarre et parce que justement, j'ai pas été assez assidu. Donc, une bonne réathlétisation, elle est open et elle est mise au vert quand tous ces items-là ont été validés. 90%, je parlais de force tout à l'heure, c'est indéniable. Hmm. Je ne vais pas avec un mec qui a un déficit de force sur le terrain, ça c'est une évidence, et je dois valider tout ce que je peux valider en salle avant. Si j'ai la possibilité de faire un peu de changement de direction et travail d'appui et tout ça en salle, je le fais avant d'aller sur le terrain. Parce que pour moi, le terrain, c'est pas les baskets, c'est déjà la mise en crampon, et le mec, je le mets déjà dans une situation de jeu. Donc, voilà. Il y a une question qui revient souvent quand on travaille avec des sportifs. En tout cas, la première question qu'on a souvent quand le sportif vient nous consulter, c'est quand est-ce que je vais reprendre? Selon toi, quelles sont les étapes à suivre lors d'une rééducation, réathlétisation? Déjà, la première, c'est, s'il se pose cette question-là, c'est de lui expliquer. Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation aussi à faire avec nos sportifs. Et Mm. ils sont loin d'être cons, les mecs. Et donc, en fait, si tu prends simplement le temps, 20 minutes, de leur expliquer, bah voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, ils te reposeront peut-être plus la question. En centre de formation, tu l'as vécu. Qui est-ce qui pose cette question? Il n'y a que le ballon, il n'y a que le jeu, et ils ont approuvé aussi des choses pour pouvoir continuer dans leur carrière. Donc Ouais, bien forcément, ils sûr. posent cette question. Il faut arrêter d'être barbé par celle-ci. Il faut leur dire, tu reprendras quand tu pourras, mais on va tout faire pour. Et je te jure que tu vas en chier tous les jours, mais justement, on va faire le maximum pour que tu reviennes assez vite sur les terrains. Mais je commence par là. La première des étapes, c'est leur expliquer. Simplement leur expliquer ce qu'on va faire. Les étapes, elles sont, tout à l'heure, je te parlais d'un côté scolaire et ça va être la même chose. C'est très codifié tout ça. Donc, pour moi, quelqu'un qui, auparavant, n'a pas des ROM corrects, n'a pas une amplitude articulaire à 100% ou quoi, je peux pas passer déjà à l'étape 2 ou ce genre de choses. Et si on y vient depuis le début, mobilité entraîne après sur de l'hypertrophie, l'hypertrophie sur de la force, sur des qualités aussi gestuelles. Un mec qui s'est fait un croisé, pour moi, je vais avant tout regarder sa façon de se mouvoir en salle et puis sur un terrain aussi, sur un changement d'appui, sur un changement de direction. Il y a Mhm. tout ça en fait qui va rentrer dans mon process par étapes. Si j'ai les ROM, je peux passer au renforcement musculaire. Une fois que j'ai le renforcement musculaire, je vais passer à la course à pied. Une fois qu'il me valide de la course linéaire, je vais passer à de la course curviligne, avec des virages, avec ce genre de choses. Il me valide de la course à pied, bon, bah, c'est les prémices de la pliométrie. Donc, je peux passer à un travail d'appui en premier, puis de pliométrie, puis un travail de verticalité, d'horizontalité, et ensuite un changement de direction, puis un changement de direction avec volume. Vraiment, c'est codifié tout ça. C'est tu me valides l'étape 1, on passe à la 2, on passe à la 3, et je ne grille aucune étape. C'est pas bon bah dans une semaine je vais faire un peu d'appui, un peu de renfort, un peu de machin. Non, c'est je prends une feuille au début avec mon athlète et je lui dis voilà comment ça va se passer les 3 prochains mois ou les 6 prochains ou les 9 prochains si c'est un LCA et j'explique et je valide des étapes. Tu te bases effectivement sur des faits concrets et pas sur un délai et une Ouais, temporalité. sur une clinique. Sur une clinique, et les délais, ils sont trompeurs. Je pense que les toubibs seraient d'accord aussi avec ça, les chirurgiens aussi. Moi, le chiffre qu'ils attendent tant, je vais le donner au coach, je vais le donner au prépa, mais je vais donner le vrai chiffre et expliquer pourquoi à l'athlète, qui comprenne, et ça fait partie du processus de rééducation. Hmm. Mais ouais, il faut arrêter de se baser sur des chiffres. 9 mois pour un LCA, bah, des fois au cabinet, tu le vois bien, ça prend 12. Oui, ça dépend. C'est multifactoriel. Ça dépend aussi de l'athlète, d'où il vient, etc. Ouais, Ouais, effectivement, bien c'est sûr. important que tu le soulignes. J'aimerais qu'on parte sur un petit cas clinique tout simple. Un athlète qui est immobilisé. On peut imaginer par exemple une lésion de la syndesmose, donc au niveau de la cheville, avec un athlète avec une botte. Comment tu mettrais en place et à partir de quand tu mettrais en place un cardio en rééducation? Je vais te dire dès le premier jour. Je pense que toi aussi, tu étais d'accord là-dessus. C'est une évidence pour moi que le gars, en termes de musculation, bien sûr qu'il va perdre, mais beaucoup moins rapidement que sa VMA. Et je dois garantir l'intégrité de celle-ci. Et donc, le travail cardio me paraît être une évidence dès la pose de la botte. Quand on a le matos ou quand on n'a pas le matos, il faut être aussi ingénieux là-dessus. Moi, je travaille avec des cordes, je travaille avec des poids, on fait du core training, on peut très bien faire un cardio training sans le mettre debout, le mec. J'ai fait d'ailleurs des petits réels là-dessus, mais tu me mets un trampoline et un medicine ball, je te fais des trucs en béton pour garantir le cardio. Ils sont assez réticents au début, puis ils comprennent pas quoi il faut faire ce travail-là. Dès la première semaine, on va perdre plus de 20% des capacités aérobiques. Les capacités musculaires, elles vont s'éteindre sur un mois, 2 mois, et encore, on va perdre des pourcents. Très peu. Il y a une matrice cellulaire qui est très bien faite, mais qui n'existe pas au niveau aérobique. Donc, ce serait intéressant dès le premier jour de le faire participer à ce genre de thématique. Et moi, je fais un cardio training tous les 2, 3 jours. Je fais des soins et tout ça tous les jours, mais j'essaye au moins de caler ou un core training ou un cardio training
dans la séance, quoi, à chaque fois. Et il y a différentes façons de le mettre en place. Je sais pas si tu es d'accord du coup avec ça. Si, si, complètement. Je vais même te faire un aveu. À l'Olympique Lyonnais, on fonctionnait avec un. Enfin, il fonctionne toujours. Avec un tableau simple, Excel, avec le nom de chaque joueur et tous les jours de la semaine. Et en fait, on avait un code couleur pour chaque thématique qui permettait de voir très rapidement les grands domaines, on va dire, de notre rééducation étaient bien calibrés au cours de la Ouais. semaine. Et Mm. donc, tu vois là, tu parlais de renforcement, de travail de kiné sur l'amplitude articulaire, l'énergétique, du core training. Et justement, on s'assurait que tous les domaines de cette rééducation étaient bien cochés Ouais, tout au long de la excellent. semaine, tout bien calibré, bien ondulé tout au long de C'est la hyper, rééducation. hyper important d'avoir un tableau et un vaisseau mère et s'y tenir. Parce que Mm. à l'aveugle, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de kinés dans des structures, je vois, qui notent pas, ne serait-ce que sur un fichier Excel, ce qu'ils font ou pas. Et je pense que c'est une grave erreur. On n'est pas capable de qualifier et quantifier ce qu'on fait tous les jours et quand on a deux, trois gamins, surtout en centre de formation. Il faut s'y tenir, il faut être assez rigoureux là-dessus. Ouais, et puis tu parlais d'éducation, d'expliquer les choses. Je pense que ça rend aussi l'athlète complètement acteur de sa rééducation, de sa réathlétisation. Ouais, carrément. Ils sont, même s'ils ont 15, 16 ans, ils sont complètement à même de comprendre et ça reste des sportifs de haut niveau, même très jeunes. Et c'est leur outil de travail. Ils ont bien compris qu'ils devaient fonctionner avec et qu'est-ce qu'ils sont capables d'intégrer à cet âge-là et on est en train de former leur future vie d'athlète. C'est hyper intéressant et il faut continuer de le faire. Ouais, exactement. Tu parlais de changement de direction tout à l'heure et donc de vitesse multidirectionnelle. Comment tu les testes et tu progresses sur cette vitesse multidirectionnelle? En début de saison, les prépas, quand on a la chance de bosser avec des prépas qui le font, il y a d'autres choses à faire avant, mais ça c'est intéressant, de réaliser un test de changement de direction, même pour les gardiens. Intéressant aussi. Il y a les Linois, Cut 505, enfin il y a d'autres noms que je connais pas de tests dont je me sers pas. Et intéressant déjà d'avoir des données de base. Mm. Sur 15 secondes de changement de direction, tu as déjà beaucoup de données, et puis de le filmer aussi. Je l'ai jamais fait dans ma carrière, mais qu'est-ce que je rêverais de filmer en début de saison tous les changements de direction, 90 degrés et 180 degrés de mes footballeurs, pour déjà avoir une idée un petit peu de comment ils cut, comment ils changent de direction, comment ils se servent de leur avant-dernier appui, et tout ça, ça c'est hyper intéressant. Mais je le fais en tant que rééducateur. Donc sur un terrain, quand le mec il va me faire un changement de direction, je vais rien dire au début, je vais voir un peu comment il est capable de faire ses changements, et je vais voir un petit peu comment il s'économise, quelle stratégie il met en place, est-ce qu'il a une bonne accélération, une bonne décélération, et je le filme en 300 images secondes, et je décompose ça en rentrant à la maison, et je me dis, mais attends, mais ça c'est terrible, hein, ce valgus dynamique, mais ça en fait ça va, mais en fait ça c'était ok. Et après je sais ce que je dois améliorer. Chacun est très différent. Maintenant, on est en train de sortir des choses hyper intéressantes. Je pense au CMAS, qui est Yes. une façon d'objectiver et puis de qualifier le changement d'appui, notamment avec le pénultième appui, maintenant, ce qu'on appelle. Donc, l'avant-dernier appui qui est tout aussi intéressant que le cut. Et donc, je regarde la hanche, je regarde le genou, je regarde la cheville, et tout ça me donne énormément d'indications. Et après, je le montre à mon gars. Je lui dis, ben, regarde. Et il me fait, OK, j'ai bien compris ce que tu me disais, mais comment je le change maintenant, ma façon de changer de direction? Le truc, c'est que on n'est pas que des rééducateurs. Et je pense qu'il faut être aussi avant tout des acteurs de performance. Et je pense que ce podcast en est l'illustration. Et Clairement. il faut avant tout que on soit capable de dire à nos gars, je suis capable de te donner des pistes pour que tu sois meilleur et que tu sois plus fort. Et c'est là où les kinés maintenant et les kinés du sport, on a beaucoup plus de poids. Et le changement de direction en fait partie. On a des outils incroyables qui nous permettent de changer la biomécanique de nos gars. Faisons-le, utilisons-le, prenons du temps, quoi. Donc voilà ce que je fais. Ouais, clairement. Ok. Dans ta vidéo sur la réathlétisation sur YouTube, tu évoques le sondage que tu as fait au préalable pour savoir le pourcentage de kinés qui faisaient de la réathlétisation. Tu dis que 71% de nos confrères ont répondu oui. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Max? J'en pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la chose. Ouais, exactement. Je pense que chez ces 71% de personnes, est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle de réathlétisation? Est-ce que vous parlez de réathlétisation au cabinet ou sur le terrain? Je pense que malheureusement, c'est la faute de personne. Malheureusement, en IFMK, on nous apprend pas à faire de la réathlétisation parce que ce n'est pas un item essentiel. Peut-être au bout de 4 années de kiné, je conçois fortement, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font des formations kiné du sport et qui, quand ils rentrent, pensent qu'ils savent faire de la réathlétisation parce qu'ils font sauter nos gars, parce qu'ils font un peu de changement d'appui et tout ça en salle. Mais je pense que malheureusement, il n'en est rien tant qu'on ne respecte pas des patterns de volume, de qualité, de distance en termes de kilomètres et tout ça sur une séance de réathlétisation.
on parle d'une remise au sport. Si on en revient au schéma que j'utilise dans cette même vidéo, on parle de RTS, retour au sport, de retour à la compétition, de retour to play, et je pense que ces items sont à chaque fois différents. Et nous, on commence au OFR, au on-field rehab, et Mhm. je pense que tout le monde doit le comprendre que la réutilisation en cabinet, ce n'est pas la même que celle sur les terrains. Je pense qu'il y a 71% qui ont en tout cas des bonnes intentions. Et ça, c'est top. Il faut continuer. Mais je pense que maintenant, il faut se dire, je vais aller me chercher un parc ou un terrain synthétique et je vais commencer des choses avec mes patients. Ouais, je partage clairement ton avis. J'ai été très étonné de voir ce chiffre. Et effectivement, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension tout simplement de ce qu'est la réathlétisation. C'est ce passage sur le terrain. Et encore, pour moi, la réathlétisation, même, elle commence dès le premier jour, comme tu parlais, avec notamment le cardio et puis toute la prise en charge en fait holistique et globale autour de l'athlète et pas seulement sur la zone lésée, tout simplement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dans ton expérience au PFC, donc au Paris FC, tu t'es surtout occupé des jeunes à l'académie. Peux-tu nous parler des spécificités des ados, s'il te plaît? Ouais, le jeune athlète, c'est un chapitre à part entière dans la kinésithérapie, dans la médecine et dans le sport en règle générale. Travailler avec des jeunes athlètes, c'est hyper intéressant parce que tu comprends que tu peux pas forcément fonctionner pareil avec les adultes. Mm. La spécificité, elle n'est pas, comme j'aime le dire, que sur une question hormonale, de croissance et d'apprentissage. Elle est sur un tas de choses. Ils n'ont pas les mêmes pathologies que nous. Leur corps récupère pas aussi de la même façon. Force est de constater que j'ai jamais vu des patients récupérer aussi vite. Disons-le, c'est incroyable de constater que une entorse de cheville, comme tu l'as appris en cours, c'est 3 semaines ou c'est 6 semaines et le mec après rejoue au ballon et c'est incroyable de voir ça. C'est pas la même en libéral ou c'est pas la même avec des adultes. Donc il y a une façon aussi déjà de s'entretenir avec eux et de leur poser le problème et de fonctionner et de travailler ensemble, mais aussi de les prendre en charge par rapport à toutes ces spécificités. Les miens avaient entre 14 pour les plus jeunes et 20 pour les plus vieux. Et là où il faut faire gaffe, c'est peut-être quand c'était peut-être les plus jeunes que j'avais. Donc entre 14 et 16 ans, c'est avec eux que j'aimais faire énormément de boulot. Parce que, déjà, ils sont pas réfractaires à tout ce que tu leur dis quand ils ont 20 ans, ils sont un peu, ouais, nana et tout, enfin, un peu dur. Alors que quand ils ont en 14 et 16, ils débarquent dans un centre de formation, ils ont des yeux comme as, les gamins. Et tu leur dis, écoute, on va faire du core training, on va faire du foam roller. Du quoi et du quoi? Et que tu leur mets en place des activités, des trucs, et que derrière, ils disent, Pierre, j'ai fait 10 minutes de foam roller et ensuite j'ai fait mon core training 20 minutes et machin. Et tu dis putain, bingo. J'ai réussi à mettre dans la tête de ce gars une façon de travailler qui va lui servir pour les 30 prochaines années au niveau professionnel. Et ça, c'est le feu. Et ça, c'est pas forcément donné dans le monde du libéral ou dans le sport pro de façon générale. Et quand tu es en centre de formation, ça, c'est ultra, ultra top de fonctionner comme ça avec les enfants. Bien sûr, on peut parler de la croissance et de ce pic de croissance, ce PHV, dont je parle beaucoup sur les réseaux, qui pour moi est hyper intéressant, surtout quand tu veux caler de la force, de l'hypertrophie et tout ça. Il n'est pas, et ce serait une hérésie de ne pas en faire, il n'est pas contre-indiqué de faire de l'hypertrophie, de la musculation, du travail de force avec des adolescents et même des enfants de 10 ans. S'il y a une éducation qui est faite avant, si en termes de charge et de mise en charge progressive, tout est respecté, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer. C'est à cet âge-là où la prévention réside dans du travail de force et du travail hypertrophique. Dans mon DU en préparation physique actuelle, au CEP Gilles Cometti, c'est génial qu'à chaque fois qu'on nous parle d'un truc, on nous dit voilà ce qu'il en est pour les jeunes. Et voilà ce que vous devez mettre en place avec les jeunes. Et eux, ils ont ce discours-là, que ce n'est pas, qu'il faut pas être réfractaire à l'hypertrophie, que ça ne limite pas la croissance, que tout ça. Et ça, c'est génial parce que je pense que dans quelques années, on n'en parlera même plus de tout ça et ce sera une évidence de le mettre en place. Aux États-Unis et au Canada, ils le font. Incroyable tout ce qu'ils font. Les gamins à 11 ans, ils travaillent, ils font du soulevé de terre avec des bâtons, ils font du deadlift avec des bâtons. C'est génial. Et je pense qu'il faut fonctionner de la meilleure des façons parce que surtout un gars dans un centre de formation qui va se blesser aux ischio-jambiers et quand tu vas lui dire, écoute, on va faire du bridge, ses variantes et du deadlift, le gars, il a déjà intégré le mouvement. Et quand je vois un adolescent de 15 ans savoir me faire un deadlift parfaitement, punaise, j'ai tout réussi. Oui, parce que aujourd'hui, c'est rarement le cas quand on prend en charge un jeune ou, comme tu dis, un jeune de 20, 25 ans, surtout dans le football. Ouais, Tu lui demandes s'il a déjà fait du soulevé de terre. Moi, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main et encore. ouais, bien sûr. Et je le Mm. vois au Paris 13. La moitié n'ont pas certaines qualités physiques parce qu'on leur a parlé que de football. C'est Ouais. normal. Mais c'est intéressant parce que effectivement, il y a cet apprentissage en fait des qualités athlétiques qui est primordial et qui doit être effectué dès le départ. Tu parlais d'hypertrophie, de force. Il y a beaucoup de croyances à ce sujet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact sur le corps d'un enfant lorsqu'il saute, lorsqu'il court, etc., est beaucoup plus important que lorsqu'il va prendre une certaine charge sur un squat, etc.
Alors après, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il faut que ça soit bien, bien fait et contrôlé par un professionnel du sport. Mais c'est tout à fait cohérent de le faire, même assez jeune, effectivement. Ouais, Exos en parle très bien, je trouve. Il parle j'adore ça, des fundamentals. Il faut s'amuser à s'entraîner, puis s'entraîner à s'entraîner, et ensuite s'entraîner à gagner. Et je trouve ça génial comme façon de voir les choses. Il faut toujours rester dans le jeu avec les plus jeunes âges, et je pense qu'en école de foot, c'est le cas aussi, et mettre de la compétition petit à petit, et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une base de la pédagogie, clairement. Ouais. Et en fait, justement, tu me fais une passe décisive. Tu parlais du PHV, tu as parlé de la Nord-Amérique avec Canada, États-Unis, qui, eux, pratiquent ce qu'on appelle le biobanding. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est top. Par contre, tout ce qui est bioéthique et puis déontologie en France et tout ça, ça va peut-être poser des problèmes, surtout chez les enfants, que de faire des prises de sang à tout le monde pour savoir à quel moment ils ont atteint leur pic de croissance et tout ça. Je pense qu'il y a d'autres techniques aussi qui existent avec notamment les radios des parents et puis essayer de prendre l'âge chronologique et biologique des parents pour essayer de faire un petit peu des suppositions sur le pic de croissance de notre enfant. Mm. Je pense que ce serait à mettre en place chez tout le monde. Athlètes, non athlètes, chez tout le monde. Et je pense que maintenant, les pédiatres, les médecins généralistes devraient même s'en servir et ça donnerait énormément d'informations. Quand tu as un gardien qui a 13 ans, il fait déjà 1,70 m ou quoi, il y a quand même un blême. Et que peut-être qu'il faut se dire aussi que putain, il est génial, il est performant pour son âge, il va tuer tout le monde. Mais peut-être qu'il y avait aussi des choses à faire en amont et on aurait pu le prévenir, ça. Parce qu'un mec qui fait d'un coup 1,70 m et qui a 13-14 ans, eh ben, il sait pas du tout comment se mouvoir sur un terrain, il sait pas utiliser son corps, il sait pas tout Ouais. ça. Et il y a des qualités aussi à lui faire prendre conscience. Donc pour moi, ouais, il faudrait se faire ce biobanding en France. C'est une évidence. Je pense qu'on y viendra tardivement, comme d'habitude. Mais ouais, ça me paraît intéressant. Mm. Là, tu me parles surtout d'aspect performance, entre guillemets, parce que tu parles de se mouvoir sur un terrain, etc. Effectivement, ça peut perturber l'enfant, ça peut perturber l'athlète, justement, cette croissance qui peut être parfois assez rapide. Qu'en penses-tu d'un point de vue santé et rééducation, du coup? Il faut être averti de ça pour tout ce qui va être pathologie de croissance. Je Mm. pense à Sinding Larsen, Losgood, la maladie de Sever notamment. Voilà, c'est les trois premiers qui me viennent à l'esprit. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, parce que ce sont aussi des indicateurs. Parce qu'une TTA qui souffre, bien sûr, c'est mécanique avec des contraintes, mais on peut aussi prévenir ce genre de choses aussi quand on voit un gamin prendre 10 centimètres en quelques mois. Et donc, il faut être alerté aussi là-dessus en tant que professionnel de santé. Et je pense qu'en cabinet, ça ne coûte rien que de demander à nos jeunes athlètes de ramener leur carnet de santé et de voir un petit peu comment ça se passe depuis les 2, 3 premières années, si on peut parler de conseils applicables. Et Mhm. donc, je pense que même en termes de clinique, c'est à prendre en considération aussi, hein. Ouais, et puis je pense que tu vois, tu parlais de toutes ces pathologies de croissance. Dans la majorité des cas, les jeunes sont arrêtés, on leur coupe complètement de leur sport, etc. Alors qu'on pourrait se poser la question du volume et de l'hyperspécialisation qu'on leur impose, et que potentiellement, en fait, si on avait juste adapté cette charge de travail-là et tout simplement gérer les entraînements, et ben peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces pathologies de croissance, que ça n'aurait pas tiré dans tous les sens et que l'enfant, il n'aurait pas été complètement à l'arrêt, en fait, à la suite de tout ça. Ouais, ouais, effectivement. Quelle doit être, selon toi, l'attitude d'un professionnel de santé, d'un coach, etc., avec les jeunes? Je pense que le corps médical et le corps des coachs, c'est deux mondes différents par rapport à l'enfant. Je pense qu'il y a deux figures qui apparaissent, maternelle et maternelle, et je pense que ceux qui font les soins sont peut-être plus la cave de la mère. Et en tout cas, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Et des coachs et des préparateurs physiques, plutôt celui du père et de l'autorité aussi. Alors, c'est Mhm. très patriarcal ce que je raconte, il faut pas le prendre au premier degré. Mais un gamin avec qui j'ai une confiance et une confiance physique, il va pouvoir me donner ses problèmes, il va venir me voir dans la cellule de soins du club et il va pouvoir m'exposer ce qu'il a. Il va jamais aller dire ça à son coach. Et ça arrive trop de fois que les gamins jouent avec des entorses, avec des contusions, avec tout ça, et nous, on est passé à côté. Donc, je pense qu'avant tout, la première des qualités, c'est une confiance. Ils doivent nous donner leur confiance aveugle et nous voir comme leur daronne, tous ces jeunes-là. Si on ne se positionne pas dans ce cas-là et si le rapport de confiance il n'existe pas, on ne pourra pas réaliser les soins de la bonne façon. Je pense aussi qu'il faut faire gaffe, et je pense que moi là-dessus j'ai un peu plus de mal, de ne pas non plus rentrer dans leur cercle d'amitié, on va dire, de faire du copinage et d'avoir aussi des rapports peut-être un peu plus familiers.
des figures aussi d'autorité. Et on s'adresse aussi à des mecs qui vont forcément tester, comme des gamins, comme n'importe qui teste un peu ses parents. Eh bien, il faut aussi se connaître et savoir comment se positionner par rapport à tout ça. Ils sont pas là pour nous tester, ils sont là pour performer et puis pour jouer au football. C'est dur ce qu'on leur demande. Et on leur demande d'être bons à l'école, sur un terrain, en dehors, d'avoir une bonne attitude. On va leur parler aussi d'argent de façon précoce. Donc tout ça, c'est dur. C'est dur pour un gamin de 17 ans qui n'a connu que le football, qui n'a peut-être pas de copine, qui n'en verra peut-être pas jusqu'à l'âge de 20, 21 ans. Il y a un retard aussi beaucoup là-dessus. Donc il faut aussi connaître tout ça pour savoir aussi quoi dire, ne pas quoi dire. Et je pense que des fois, ça m'est arrivé trop souvent d'être un peu trop familier. Même s'il y a 10, 15 ans de différence, de les voir aussi un petit peu comme des potes. Et je pense qu'il faut s'en garder aussi de ça. Je pense que d'autres kinés et d'autres professionnels le font bien mieux que moi. Mais c'est ce que j'ai pu voir, en tout cas, en 2 ans de centre de formation. Je me reconnais dans ton témoignage, effectivement. Moi, donc, avec les 4 saisons à l'Olympique Lyonnais, je me suis vu véritablement évoluer à ce sujet-là. 4 ans, t'as fait Clairement. là-bas. Mm. Et je suis arrivé à 25 ans, de 25 à 29 ans. Et bah, déjà, en tant qu'homme, clairement, j'ai évolué. Mais aussi dans l'approche, en fait, dans tout ce que tu évoques. J'aimerais qu'on parle de bilan athlétique, de screening. J'ai vu sur une de tes vidéos que tu parlais de MySprint, notamment, que tu avais fait Ouais. des tests récemment, il me semble, avec tes athlètes du Paris 13 Atlético. J'aimerais qu'on parle finalement de tous ces tests qu'on peut effectuer en pré-saison, par exemple, ou éventuellement en début d'une prise en charge en préparation physique individuelle. Quel test tu fais et pourquoi? Je me trouvais limité sur un aspect très clinique des choses et un bilan et un screening très classique qu'un kiné pouvait réaliser avec des athlètes, à savoir l'hypoextensibilité, les tests FMS, les tests de saut. Je trouvais que ça me donnait des informations, c'est bien, mais ça ne me rapprochait pas assez du foot. Et ça ne mettait pas assez le joueur en condition de football. Et puis est venue la préparation physique et je suis allé chercher des items qui finalement me manquaient. C'est pour ça que j'en parle autant de la prépa, parce que je pense que c'est là où j'ai enfin connaissance de choses dont j'aurais aimé connaître dès la kiné. Et je suis allé piocher MySprint, je suis allé piocher MyJump, je suis allé piocher plein de trucs, les GPS et tout ça, qui finalement sont des outils mais géniaux pour nous les kinés. Ça nous apporte tellement de solutions. Et c'est quasi gratuit, quoi. Enfin, une application MySprint, c'est 10 balles. Et c'est 10 balles pour déjà avoir une connaissance sur le risque de blessure des ischio-jambiers pour ton joueur. Mais putain, enfin, c'est incroyable d'avoir ça sous la main et de pas l'utiliser. Donc, c'est bien beau les tests FMS et tout ça, et puis les formations internationales qui valent ce qu'elles valent. Mais tu mets MySprint sur un terrain, tu fais courir ton mec, et tu vois s'il y a une différence entre de force ou de vitesse qui est trop importante et qui peut notamment évoquer un risque de blessure des ischio-jambiers et une souffrance du compartiment postérieur. À ça, tu rajoutes ta dose de kiné que tu connais bien sur de la bascule pelvienne, sur certaines choses au niveau du compartiment postérieur, de l'inclinaison, tout ça du tronc. Et là, tu peux dire, bah attends, ce mec, il a énormément de chance. Je dis pas qu'il va se péter, mais il a énormément de chance de se péter les ischio-jambiers cette année. C'est incroyable d'avoir ce genre d'outil-là et de mettre ça en début de saison. Donc maintenant, MySprint et le test de sprint sur 30 mètres, merci JB Morin, il fera inévitablement partie de mon arsenal sur chaque début de saison, en plus des sauts et tout ça, quoi. Les FMS, je les utilise plus tellement dans mes screenings parce que c'est beaucoup de temps, ça prend 20 minutes. Parce qu'il faut avoir la mallette, même si t'as pas la mallette, il faut le mettre un peu en place. Et est-ce que ça donne tant d'indications de ça sur de la qualité gestuelle, de ROM, de tout ça? Est-ce que finalement expliquer que sur un test d'abdominaux ou au niveau du dos, il a pas forcément trop d'équilibre, il a un affaissement de ci, ça, mais si ça ne le gêne pas sur le terrain, le mec. Hmm. Pourquoi j'irais corriger ce truc-là, quoi? Je pense que les qualités physiques, elles sont très subjectives et que chacun en a des différentes et que c'est pas forcément ça qu'il faut. Il faut pas vouloir tout corriger. Par contre, un gardien qui sait pas me faire un drop jump de plus de 30 centimètres, ouais, il y a un problème. Donc oui, là, je peux effectivement directement aller voir ce qui se passe au niveau anatomique et moi avoir une incidence en tant que kiné. Les kinés rêvent d'être des prépas et les prépas rêvent d'être des kinés. Et je pense que les deux ont à apprendre des uns des autres et il faut savoir mixer les deux. Ouais, voilà Ouais, bien comment je sûr. conçois mes screenings. Ouais, tu parlais de MySprint, c'est incroyable. Comme tu dis, merci à JB Morin. Et puis, j'ai perdu son nom, mais un Espagnol qui a mis en Oui, place ça sur une application, sur un portable, pour 10 euros. C'est de ouais. la science à l'état pur pour de la pratique terrain. C'est la Ouais. science qui rencontre le terrain, clairement. Et je trouve ça fou. Effectivement, pour 10 euros, je comprends même pas qu'on l'utilise pas plus. C'est des informations qui sont vraiment incroyables. Ouais. MySprint, tu as le profil, force-vitesse, bon, il faut y adhérer, donc tu as déjà une idée là-dessus. Tu as le DRF, qui est la qualité de l'appui au sol et de la force que met le joueur sur le terrain. Ça se trouve, tu as un mec qui va vite, mais qui ne sait pas utiliser ses appuis.
Donc finalement, il utilise mal la force au sol et puis bah, il perd des secondes Mhm. en mètres secondes sur son sprint. Mhm. Ou on donne des informations sur est-ce qu'il a de la force, est-ce qu'il a de la vitesse. Mais t'imagines, ça fait déjà 4 items sur lesquels tu es capable de faire quelque chose. Il est trop en vitesse, ok, il n'a pas assez de force, il faudrait qu'il bosse son explosivité, bon, on va le faire bosser qu'un chariot. Le mec a pas assez de vitesse, il a ça, ça, ça. Enfin, tu es capable de changer tout, en fait, sur ce genre de profilage. Donc c'est hyper intéressant après d'individualiser tes préventions individuelles et de donner les bons exos à... On peut aller loin dans le boulot, mais et de donner la bonne prévention chez chacun des mecs. En début de saison, une fois qu'ils ont fait le screening, chacun a une prévention adaptée. Et alors moi, je rêverais d'un truc maintenant, mais alors là, il faudrait qu'on me paye parce que ça prend beaucoup de temps. C'est d'arriver le matin, ils ont un QR code sur leur vestiaire, ils scannent le QR code et ils ont leur prévention et ils font leurs exercices. Et j'ai mis 3 mois à l'avance des exercices établis sur 3 mois où tous les jours ça change. Mais ça, c'est un staff pro, c'est un staff en Ligue 1 qui fait ce genre de truc. Mais même en national, j'essaie de faire des trucs comme ça. Moi, je bosse avec des applications qui donnent des exercices vidéo. J'ai une bibliothèque de 1000 exos. Et ben, je file les bons exos à mes joueurs. On n'a pas de salle de sport malheureusement pour le Paris 13 Atlético. Eux, ils ont accès à Fitness Park ou Basic Fit. Ils sortent leur portable, ils ont leur séance l'après-midi de renforcement musculaire ou de prévention, en fonction de ce que j'ai pu voir avec MySprint, les sauts et avec d'autres trucs. C'est comme ça qu'un staff doit fonctionner. Ah, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tu dis que bah, vous n'avez pas ce moyen matériel, mais pour autant, vous l'avez complètement chanté. Tu utilises en fait les joies d'Internet, justement cette communication à distance, entre guillemets, hein, parce que bien évidemment, tu les vois sinon tout au long de la semaine, mais cette possibilité, bah, bien sûr, d'envoyer des séances via l'application que tu utilises. Moi aussi, c'est quelque chose que je fais et je trouve ça incroyable. Malheureusement, les clubs peuvent pas nous payer à hauteur de nos capacités. C'est pas grave. Si on aime le sport et notre métier, c'est pas grave. C'est pas là-dedans qu'on va devenir riche. Mais il faut faire le taf pour les joueurs. Si eux, ils se donnent à fond sur le terrain, nous, on doit se donner aussi à côté. Et eux, ils doivent chanter toute la partie performance et tout ça de leur esprit. C'est nous qui nous en occupons. Même si on n'a pas de moyens dans une structure semi-professionnelle ou amateur, on est capable de faire un tas de trucs. Un tas de trucs avec un ordinateur, avec des smartphones, avec un peu de matériel et peut fonctionner comme les pros, ouais, vraiment. Et je vais rebondir sur un truc que tu disais, notamment sur les limites de certains tests, comme toi tu parlais du FMS. Là, c'est un message que j'adresse surtout à nos confrères. Il faut, je pense, avoir une ouverture d'esprit critique et bien comprendre que quand on fait des formations, c'est pas seulement la vérité incarnée, de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser, comme dirait mon collègue Kevin Ferreira, K-Swiss, que je salue, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment important d'en prendre conscience, et notamment quand on est jeune diplômé comme on connaît. Ouais, entièrement d'accord avec toi là-dessus. Bien sûr. Justement, donc on parlait de tes athlètes au Paris 13 Atlético. Est-ce que tu moniteurs les joueurs? Donc, tu gères leur charge d'entraînement? Ouais, j'ai la chance de fonctionner avec un préparateur physique vraiment investi dans ce qu'il fait, passionné et passionnant. Et lui fonctionne avec des GPS, avec le fameux RPE. Et donc forcément, tout ce qui, quand tu as le temps d'utiliser les données GPS, eh bien on le fait. On monitore un petit peu la charge d'entraînement et la qualité des entraînements. Lui, il doit passer du temps derrière à déchiffrer un petit peu tous ces chiffres-là, les donner aux joueurs. C'est important qu'ils comprennent aussi. Et Mhm. de nous donner les bonnes informations. De savoir quand est-ce qu'une alerte jaune, orange ou rouge est donnée tel ou tel joueur. Donc c'est important, c'est pas moi qui le fais. Et moi, je m'occupe un peu plus de la charge, on va dire, interne, même si on n'est pas capable de l'objectiver. À Mhm. l'heure actuelle, aucun outil qui est capable de donner véritablement la charge interne. Donc on parle de charge extrinsèque avec le RPE et avec tout ça. Mais il faut être capable de dissocier une petite alerte d'un coup, d'une fatigue mentale, psychique, d'un phénomène de surentraînement, de tout ça. Les GPS et puis d'autres outils sont des données incroyables que nous aussi, kinés, on doit être capable de manipuler, de se servir et tout ça, bien sûr. Mhm. Ouais, puis tout à l'heure, tu parlais de la relation. Voilà, je te posais la question par rapport à la relation que devait avoir un professionnel du sport et de la santé avec un jeune. Mais si on regarde la chose de manière globale avec un athlète de tout âge, je pense que c'est important de se dire que la connaissance qu'on a de l'athlète et l'expérience, en fait, va nous donner énormément d'informations justement sur cette gestion de la charge d'entraînement et le ressenti tout simplement, comme tu disais, de la charge interne de l'athlète. Si on fait abstraction de tout ça, on passe à côté de quelque chose et le joueur va se blesser. Donc c'est tout autant important pour nous kinés, professionnels de santé, de prendre ça en considération. Quand je suis arrivé au Paris FC, j'y comprenais rien. J'avais jamais entendu parler de RPE. Et le prépa il m'a dit, mais regarde, enfin, je sais pas, regarde un peu les infos et tu sauras déjà comment un peu mieux prendre en charge tes mecs en salle, quoi. Et ça a tout changé. Donc bien sûr, il Mhm. faut qu'on le prenne en considération.
Justement, qu'est-ce que tu penses du niveau actuel de la nationale? Je ne suis personne pour avoir un avis là-dessus parce que les gars font déjà un gros travail. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre le centre de formation et de ce que je peux voir en national, soit n'importe quel club, hein, même Dunkerque, Concarneau et tout ça, le Red Star et tout, au niveau athlétique. C'est pas le même monde, ils sont pas préparés de la même façon. Moi, je faisais soulever tous les jours des charges à mes gamins en centre de formation. En national, bah, c'est compliqué, c'est difficile aussi. Il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de temps, il y a des histoires de tout ça. Donc, c'est Mhm. pas le même monde. Il y a un fossé au niveau pro entre la Ligue 2 et la nationale. Je ne connais pas le monde de la Ligue 1. Je ne sais pas dire s'il y a un fossé entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc, bien sûr que oui, il y a des disparates entre les joueurs. Il y a des différences de niveau incroyables, même au niveau athlétique, quoi. C'est tous ceux qui sont restés un long moment en National 2, National 3 et qui débarquent. Là, en National 1, tu les vois les différences. Sur du sprint, sur du jeu technique, sur tout ça, bien sûr, tu la vois. Mais je ne pense pas connaître assez le foot pour émettre un avis objectif là-dessus. Par contre, là où je peux émettre un bon avis, c'est au niveau médical. Et disons-le, parce que maintenant je commence à tous les connaître en National 1, c'est pas parce que tu es dans un des meilleurs clubs dans le top classement en National ou que tu es tout en bas, désolé pour eux, mais à Borgo ou je sais pas où, tout dernier, Mhm. qu'il y a des différences énormes au niveau du staff médical. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'investissement. Et quand j'ai fait un peu le tour des clubs, et ça j'ai pas je vais avoir le culot de le dire parce que ça m'a un peu saoulé, quand j'ai fait un peu le tour des clubs et des kinés pour demander les rapports de blessures, force est de constater que aucun kiné fait des rapports de blessures sur des demi-saisons. Et quand j'ai demandé des rapports de blessures, on m'a souvent envoyé qui s'était fait quoi, tu vois, genre bah, on a eu un ligament croisé, on a machin. Non, combien de taux de récidive, combien de temps d'indisponibilité, combien de ça. Mais ça, c'est des mecs qui finalement n'ont pas encore fait de centre de formation, tout ça, où nous on l'a appris, et toi aussi tu faisais ce Mhm. genre de rapport, on Bien te le sûr. demandait de toute façon en étant Mhm. salarié. Et en fait, je me rends compte, je me dis, je débarque dans ça, je demande les documents de tout le monde, donc personne me les file. Et je me dis, putain, mais moi j'ai un document canon, alors qu'on est avant-dernier de National 1. Putain, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, non, c'est pas, c'est juste une question d'envie. Tous les soirs, je rentre chez moi avec des choses à faire pour le club. Je pourrais tout le temps bosser. Et je suis pas payé pour le faire. On a mis en place des suivis sur Excel. On a mis en place des logiciels qui existaient même pas pour finalement se donner les transmissions des soins, de tout ça. Mais c'est ça le boulot. Et je pense que ça, c'est pas une question de moyens. Donc là-dessus, pour répondre à ta question, c'est forcé de constater, il y a des différences de ouf dans les staffs médicaux entre le monde pro et le monde semi-amateur ou amateur. C'est deux mondes complètement différents, mais il n'en est rien si on a envie de s'investir. C'est ça que je veux dire. Ouais. L'investissement permettra de combler ce gap. Ouais, bien sûr, ouais, vraiment. Mm. J'aimerais qu'on parle justement des sports motorisés. Tu as notamment travaillé, comme tu le disais, au Dakar, MotoGP, notamment sur les 24 heures du Mans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Quel a été ton rôle sur chacune de ces disciplines, les similitudes et les différences également de ces disciplines? L'automoto, c'est un grand kiff, bien plus que le football, je pense, et les sports collectifs, parce que là, ça me parle beaucoup plus aussi, parce qu'il y a l'âme du gamin aussi qui parle, et de se retrouver sur le circuit Paul Ricard ou les 24 heures du Mans, c'est quand même quelque chose, ou au milieu du désert en Arabie Saoudite, et le soir à manger à côté de Peter Hansel, Roma et toute la clique, ça a quand même de la gueule et c'est quand même incroyable. Mais par contre, en tant que kiné, on fait beaucoup moins de choses. Disons-le, c'est avant tout un kiff. Moi, je suis des athlètes en one-one pour faire avant tout de la récupération et non pas de la préparation. Et donc là, bien sûr, que c'est des soins, c'est beaucoup de massage, de mobilisation, de thérapie manuelle, de l'ostéo, un petit peu de préparation, on va dire physique, mais c'est plus de l'activation, élastique, activation cardio, stretching le soir et tout ça. C'est beaucoup plus comme ça qu'on le conçoit dans le monde automoto. Mais il existe des teams où le kiné va même gérer la nutrition et va faire plein de choses sur toute la saison et la préparation physique et tout ça. C'est le cas en Ok, Formule 2, en Formule 1. yes. Moi, j'en suis pas là. Le but serait d'évoluer, ce serait super, mais t'es avant tout là pour que les mecs, du début jusqu'à la fin, ils lâchent pas. Parce que, disons-le, 24 heures sur une moto à 3, où toutes les heures ils changent, tu vas à l'essentiel. T'as mal où, comment ça se passe, ok, c'est les cervicales, ok, c'est ton avant-bras, tu fais ce qu'il y a à faire, et puis tu pries pour que ça tienne, en fait, finalement. Mm. Et on est plus dans cette optique-là. On est des kinés, récupérateurs, masseurs, on va dire, sur de l'automoto. C'est intéressant aussi, les échanges sont pas les mêmes. Tu sens aussi que le rapport avec le pilote, il n'est pas le même qu'avec un de tes joueurs sur le terrain. Là, tu t'occupes d'un mec et un seul. Donc, il y a une vraie prestation, il y a une vraie qualité là-dessus, qu'une équipe où tu as un peu de temps pour tout le monde. Là, le matin à 6 heures, tu te lèves, il veut un soin, il veut quelque chose, tu es là pour lui. Le soir, avant de dormir, même s'il est minuit et tu n'as pas fait ta tente, eh ben, tu es là pour s'occuper des soins et tout ça. Tu es corps et âme au service de ton pilote. Ok. Tu parlais justement d'actions très directes.
moi, ça m'évoque voilà, les actions qu'on peut avoir sur le terrain en tant que kiné, quand on est là, par exemple, dans le football. Finalement, c'est un peu quelque chose de similaire où parfois tu vas essayer, tu juges en fait la situation et tu te dis, OK, soit c'est trop grave et on arrête, on demande le changement au coach, soit il y a une possibilité d'aller plus loin et donc on va utiliser certains outils de notre boîte, comme par exemple un strap qui va te permettre de repousser en fait cette limite-là, ouais. Et c'est des choses qu'on peut pas forcément mettre directement en place avec un mec qui fait de l'automoto. Ok. C'est assez différent parce que tu sens que l'athlète, sur un terrain, tu peux un peu l'arrêter, alors que le pilote, il va falloir aller jusqu'à la fracture pour qu'il s'arrête aussi, quoi. Après, Ouais. bon, dans le foot aussi, ça se voit, hein, ce genre de choses aussi quand il y a des enjeux financiers et tout ça. Mais Mhm. en tout cas, en centre de formation comme moi, j'imagine que tu devais arrêter bien avant les mecs parce Ouais, qu'il n'y bien a aucun sûr. intérêt pour qu'ils jouent avec tout ça. Ils sont dans de l'apprentissage, pas dans de la performance non plus, quoi. Et donc, c'est là où l'automoto est assez différent. Ouais. Mm. Mais je pense que c'est important effectivement de penser long terme, surtout avec des jeunes. C'est rigolo parce que dans leur vision, forcément, parfois, il y a le match important, parfois ça va être un derby ou ce genre de choses, mais qui en fait est un match qui a pas forcément une importance qui est cruciale. On l'espère pour eux qu'il y aura des matchs beaucoup plus importants que ça. Mais à l'instant T, bah, il y a ce rôle, effectivement, comme tu disais, d'échange et d'éducation avec l'athlète pour lui faire comprendre que, ben non, essaye de voir plus loin. Ouais, bien sûr, exactement. C'est ce qu'on s'évertue à leur dire, ouais. Sur le Dakar, tu t'occupes notamment d'Axel Altru, qui est le premier paraplégique à gagner le Dakar sur la catégorie SSV standard. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est une sorte de buggy 4x4, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était C'est un gros en buggy. 2020. Peux-tu nous parler de cette expérience et ton rôle dans cette aventure? C'était mon premier Dakar 2020. C'était la première fois que c'était en Arabie Saoudite aussi. Et il n'y avait pas le Covid. C'était génial. Tu vois, tout était réuni pour que ça se passe bien. Et soulever un trophée avec un mec qui a plus de jambes, c'est un truc de malade. Et c'était incroyable de vivre ça. Merci Axel. Ça coûte, hein. Un Dakar et un kiné sur un Dakar, ça coûte, hein. Moi, donc, je me rappelle qu'en 2020, j'étais pas payé. Mais ton ticket, il vaut 9000 balles pour que toi, tu puisses venir, prendre l'avion, dormir à l'hôtel, dormir sur le bivouac et avoir un bracelet pour pouvoir manger pendant 2 semaines. Ok. Donc, un gars qui fait venir un kiné, il a un budget et il compte sur toi, quoi. Donc, en allant là-bas, c'est ce que j'ai compris tout de suite. Et il fallait vraiment que je sois à fond avec lui parce qu'il avait besoin. Parce que dans un buggy comme lui, comme n'importe quel autre, hein, t'es secoué, mais c'est incroyable, c'est une machine à laver. Pendant 8 heures, 9 heures de course à pied, de course. Et oh là là, l'horreur. Et tu pourras le laisser, il rigolera. De course. Et il fallait que je sois attentif sur la spécificité du handicap d'Axel. Touché TH10, ayant, grâce à multiples opérations, récupéré une partie de son quadriceps, du droit antérieur et du psoas. Plus de fessiers, plus disque jambier, plus de triceps. Donc D'accord. attelle de roller et tout ça. Et c'était avant tout des soins de mobilisation, de la détente, un aspect neuro à prendre en considération aussi. Et le haut du corps, c'était beaucoup plus de la récup, prévention sur le syndrome d'éloge au niveau des avant-bras, de tout ça. Et je faisais aussi son copilote François, qui est un mec génial. Et donc, c'est vraiment, tu te sens être une équipe du début jusqu'à la fin. Tu sens que le mec, quand il est dans le désert et que toi, tu fais comment ça s'appelle? Quand tu vas d'un bivouac à l'autre en 4x4 sur la route normale et que tu es rivé à ton portable pour savoir s'il passe bien toutes les balises, si c'est pas foiré dans les dunes, tu sens que vraiment tout le monde, les mécanos, tout le monde, le team manager et tout ça, on fait qu'un, on fait vraiment qu'une team. Et ça, j'ai jamais ressenti ça encore dans aucun autre sport. Donc ça, c'est impressionnant. Et puis, tu as cet esprit de camaraderie sur un Dakar que je n'ai jamais encore rencontré ailleurs, où tout le monde se parle, où tiens, tu as besoin d'un truc, je vais vers toi, ou peu importe le niveau, tout le monde vient vers toi, peu importe combien de ta team a déboursé pour ce Dakar et avec quel moteur tu roules, tout le monde se parle, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie. C'est incroyable. Moi, j'ai vu Mike Horn là-bas aussi. Ça, c'était un truc de dingue au Mhm. Dakar en 2020. Et tu parles à tout le monde. Et Axel, forcément, tout le monde venait lui parler. C'était un des seuls paras sur le Dakar. Il y avait un autre gars aussi en camion. Et voilà, tout le monde vient de parler. Et c'est incroyable de voir que même des gars comme Peter Hansel ou Van Beveren, ils viennent parler à Axel et ils lui parlent comme si c'était un mec valide et Mhm. un mec Et du un même dealer. niveau sportif. Et Mhm. il a le même niveau sportif. Il fait premier dans la catégorie SSV avec les valides, j'entends. Donc c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On fait premier dans la SSV de série. Il y a deux types de SSV. Il y a SSV prototype et série. Et on gagne en SSV de série. C'est incroyable de gagner
un mec qui est amateur, qui finalement qui a pas de gros sponsors derrière lui, et on va finir parmi les premiers, quoi. Donc cette résilience et ce message-là qu'il a, qu'est-ce que ça a été bon d'en faire partie et de moi aussi y ajouter un petit peu du mien dans tout ce projet-là. C'était vraiment dingue. Ouais, j'imagine. J'imagine surtout de travailler avec un handicapé enfin moteur. Je trouve que ça doit être vraiment intéressant, effectivement, de pouvoir échanger. Et puis surtout, quand il y a la victoire au bout, on fait pas ça que pour ça. Ça donne une dynamique et d'une certaine manière aussi une raison de faire notre métier, ouais, complètement. Ok, Pierre, on va passer sur la dernière partie du podcast. Tout simplement, si tu avais le droit de donner qu'un seul conseil à un sportif, quel serait-il? Et c'est intéressant ça. De faire abstraction de tout ce qui va être lié à la performance en termes de plan d'entraînement, de ce qui lui va devoir mettre au quotidien comme prévention, comme machin, comme tout ça. Qu'est-ce qu'il doit faire au jour le jour, ses temps, sa montre, tout ça. De faire abstraction de tout ça et de ne faire que son sport, que de courir, que de faire du football et de se consacrer là-dessus à 100% parce que c'est à nous, acteurs de santé, de performance, préparateurs physiques, de faire ça pour lui. Il faut qu'il délègue toute cette charge qui est inutile pour lui et à la performance. Le seul conseil que j'ai à donner, de ne se focus uniquement sur sa pratique sportive. C'est de vraiment être à 100% là-dessus. Le reste du boulot, c'est à nous de le faire. Ouais, donc ça implique forcément d'être accompagné. C'est un top conseil parce que tu vois, c'était le premier à en parler, mais je trouve que ça fait sens et ça va complètement avec la mission du podcast. Donc, ouais, merci pour ce conseil qui a beaucoup de valeur. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Ah, c'est bizarre ce que je vais dire, mais ce serait peut-être avec moi il y a 15 ou 20 ans. Avec le jeune Pierre Poulain, qui était complètement nul en seconde et en terminale et tout ça, a doublé 2 fois au lycée, nul en maths, en physique, chimie et tout ça. Et simplement lui dire que t'inquiète mon gars, juste avec la personnalité que t'as et ce que t'as dans les tripes, eh ben, ça va le faire. Parce que être détruit par le modèle éducatif français, c'est terrible. Aller tous les jours au lycée et au collège avec le mal de ventre, c'est terrible et de Mhm. finalement se dire après 20 ans, eh ben, t'es plutôt bon dans ton métier, et puis en plus t'aimes ça, et t'es reconnu en tant que tel, eh ben, ça n'a pas de prix. Ça n'avait pas lieu à l'époque d'être autant cassé par les autres sur des capacités scolaires, alors que finalement la vie, c'est complètement autre chose. C'est avant tout des échanges, des rencontres et de l'investissement et tout ça qui prône. Et c'est bien plus la personnalité qu'on a qui fait foi. Donc voilà, ouais, qui je rencontrerai. Yes, ouais, c'est inspirant, effectivement. Je pense que c'est intéressant de voir d'où on vient. Je vais faire un peu un aveu. Moi, depuis peu, je note le plus que je peux, mais un peu comme un journal intime, mes victoires, mes défaites, ou en tout Ah cas ouais, ma perception du moment. ok. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, de voir d'où on vient. D'une certaine manière, bah, toi, avec la vidéo, c'est une forme aussi de récit. Là Exactement. finalement, tes vidéos, elles ont que quelques années, mais d'ici 10, 20 ans, tu pourras regarder ça et te dire, ah ouais, le Pierre de il y a 10 ans, de il y a 20 ans, il était comme ça, avec ses joies, avec ses doutes, avec ses peurs. Tu as capté quelque chose que peu de gens aussi, je pense, captent, mais ça reste avant tout un journal intime, tout ça, Mm. qui est public, mais où toi, quand tu vas rechercher, quand tu as un peu de doute et tout ça, et que tu vas revoir ces images-là, qu'est-ce que ça fait du bien aussi. Et de constater le chemin parcouru, c'est incroyable et c'est un superbe exercice de vie. Ouais. Ouais, et puis en plus de ça, le vlog a cette faculté de transmettre effectivement les émotions et parfois d'être complètement transparent avec les gens qui vont nous écouter. Ouais. Donc je trouve que c'est un exercice qui me paraît vraiment intéressant. Quel est tout simplement le meilleur moyen de te contacter? Si on veut, voilà, tout simplement échanger davantage avec toi et pourquoi pas travailler avec toi en région parisienne ou même ailleurs. Le plus facile, ça reste Insta parce que même les demandes, je les traite directement. Je suis un peu surconnecté, c'est effectivement un problème. Mais oui, Instagram, ça reste bien sûr la meilleure des possibilités de rentrer en contact avec moi. Toi aussi, j'imagine, mais j'ai beaucoup de DM dans la journée. Mm. Je trie et j'ai même des réponses automatiques pour certaines choses aussi. Mais si c'est pour parler de kiné, si c'est un collègue et tout ça, avec plaisir. Si c'est pour des demandes de soins et ce genre de choses et tout ça, là, il y a peut-être un peu moins le temps. Mais Instagram reste la meilleure des possibilités. Tout ce qui est professionnel, on va dire stage et tout, pour moi, c'est un peu malvenu de venir sur les réseaux. Et c'est peut-être en cherchant un petit peu sur Internet pour trouver mon mail, ou alors simplement en se faisant un LinkedIn. Et je trouve que cette plateforme, elle est un peu
mieux adapté aux demandes de stage, aux demandes d'accompagnement, ce genre de trucs, aux demandes de mémoire. Voilà, LinkedIn, c'est pour le pro et Instagram, c'est pour les autres questions, on va dire. Mm. LinkedIn, tu l'exploites beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup. C'est amusant de voir que cette petite sphère de réseau, bah, elle est importante aussi et elle est présente là-dessus. Et je suis assez curieux de ce que va faire tel chirurgien, tel kiné, quel truc. En fait, j'ai un besoin inconditionnel de visualiser qui est où. Toi, je sais que tu es à Aix, toi, je sais que tu étais à Lyon avant. Tac, 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 je sais un peu, je connais ta vie. Johan, c'est pareil. C'est marrant, je vous associe un peu beaucoup tous les deux. Les Et têtes donc, blondes, sûrement. ouais, je sais pas, c'est marrant, mais pour moi, vous êtes les deux meilleurs potes sur Insta, tu vois, c'est bizarre. Et j'ai besoin de savoir qui est où et qui fait quoi. Et LinkedIn me permet un peu de visualiser, tu vois. Mon rêve, c'est d'avoir une grande carte de la France chez moi et de mettre un pins avec la tête des kinés du sport partout en France. J'ai un besoin incroyable de savoir qui fait quoi et qui est où, tu vois. Voilà, Ok. c'est peut-être un peu le voyage qui m'a donné ça, mais Ouais, ouais, j'aime sûrement, bien. ouais. J'ai besoin de Sûrement. visualiser, ouais. C'est une forme de rencontre, en fait, entre ces deux mondes, ouais. Ouais, je trouve Ouais, ça ouais, super, ça super peut être bien. intéressant. Qu'est-ce que tu as prévu sur les prochaines semaines, les prochains mois que les gens doivent savoir? Alors moi, je rencontre là le mois prochain une rockstar pour moi. Je pense que peut-être que toi aussi ça te ferait ça, mais je vais faire la formation de JB Morin sur Profit Force Vitesse et tout ça, et sur Anso, j'entends, donc avec l'application MyJump, Ok. pour comprendre un petit peu mieux comment je pourrais la mettre en place avec tu sais, une centrale iso-inertielle, avec un testing de vitesse et tout ça qui peut être effectué aussi à côté. Génial. L'utilisation de MyJump, qui je pense là-dessus, il manque encore des choses. Parler avec lui de MySprint et tout. Donc j'ai hâte vraiment du mois prochain de le rencontrer. On est sur des petits projets qui vont voir le jour peut-être bien en 2023 ou 2024 avec Full Physio pour, allez, c'est pas très dingue, mais un peu comme tous les kinés qui sont un peu sur les réseaux et puis qui aiment un peu ce qu'ils font, bah, moi j'aimerais beaucoup aussi faire des formations. Ça me Mhm. plairait bien, donc du e-learning dans un premier temps. Il y a eu un premier webinaire en fin 2022 qui était génial. L'équipe de Full Physio est vraiment top. Ok. J'aimerais continuer peut-être de faire des choses avec eux, continuer sur les réseaux sociaux, bien sûr. Il y a le WC cette année, l'endurance moto, donc il y aura Relement, Spa-Francorchamps et puis le Bol d'Or en fin d'année. Donc ça c'est super, puis je suis très content aussi d'être accompagné par ma chérie sur tous ces événements-là parce qu'elle a pris goût aussi un petit peu à la moto, qu'elle fait le panotage, qu'elle fait partie aussi maintenant du team. Faut le Ok. dire aussi, et je pense que toi c'est la même chose, mais il faut nous suivre aussi. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas facile avec toutes ces passions. Au moins mentalement, ouais. Ouais, voilà. Ouais, Donc, dans le c'est un peu soutien. dur Mm. de leur imposer un petit peu tout ça. Donc, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui comprend et donc, ça, c'est top. Et puis, moi, j'ai beaucoup envie, si on s'en réfère au voyage, d'aller voir mon frère après 2 ans. Je suis toujours pas allé le voir depuis le début du Covid à Ho Chi Minh, il vit au Vietnam. Ok. J'ai un petit frère qui vit là-bas et je ne l'ai toujours pas vu. Ça fait 2 ans et demi. Voilà, j'en rêve. Donc, je pense qu'il y aura bien sûr de l'Asie du Sud-Est, enfin, après 2 ans et demi. Un petit peu dans les valises parce que les billets d'avion étaient bien trop chers auparavant. Donc, il y aura du voyage aussi cette année. Au cabinet, il y a un grand changement aussi cette année de propriétaire un petit peu. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Toujours avec l'envie de faire un peu plus un cabinet du sport. Parce que kiné du sport, disons-le, qu'on soit un peu mal cette idée en libéral. Qu'est-ce que c'est vraiment finalement un kiné du sport? Donc essayer de mettre un peu plus de réathlé dans tout ça et puis Ok. proposer aussi d'autres choses au niveau libéral. Je pense qu'il faut aussi faire de leur nomenclature. Je pense qu'il faut proposer des choses aussi aux patients et puis même à ceux qui ne sont pas patients mais qui vont bien. Comme les outils comme MySprint, MyJump, au cabinet, faire des analyses de courses et tout ça, je pense que c'est dans nos cordes et c'est tout aussi intéressant pour la patientèle et des clients. Mhm. Appelons-les comme ça, des Ouais, ouais, clients bien aussi. sûr. Et puis, il y a une demande, hein. Et donc voilà ce qu'il y aura, je pense, cette année, avec l'espoir d'aller au Dakar en 2024. Je suis pas allé cette année parce qu'il faut les fonds. Axel est en train de voir pour y aller en voiture et c'est pas le même budget. Et de Ok. faire un Paris-Dakar complètement écologique et 100% green. C'est le souhait du Dakar pour 2035. Et là, en 2024, il aimerait bien rouler au bioéthanol ou à autre chose. C'est quelque chose de très important pour moi parce que disons-le, un Dakar, c'est pas clean du tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Voilà. effectivement, je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, dans le sport, et notamment dans le sport de haut niveau, il y a cette dualité claire au Ouais. niveau effectivement écologique, financier. Il y a des fois des choses qui sont pas top et de s'y retrouver là-dedans, c'est pas toujours évident. Je sais Ouais. que j'ai beaucoup de Ouais. discussions avec mon doc à l'Olympique Lyonnais, Ilyes Adjaraï, qui partage aussi cet avis et sur plein d'autres thématiques. Mais ok, bah c'est top, c'est un super projet. Ta dédicace à ta chérie, elle est très importante parce qu'effectivement, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Les métiers qu'on fait prend énormément de temps, d'énergie mentale, comme tu le disais aussi, et d'avoir quelqu'un qui te soutient.
Je pense que c'est primordial. Et tu vois, on parlait avec Yacine, donc PGC Paris, mardi soir, de cette influence que peuvent avoir l'entourage sur un sportif, que ce soit sa famille, le club, etc. Mais finalement, bah, il y a aussi l'influence de notre famille, de notre entourage, pareil, professionnel et personnel, sur nous. Et si t'es pas suivi, ça va être très compliqué de t'épanouir, effectivement. Ouais. Je rebondis aussi sur ce que tu disais sur les formations. Effectivement, c'est des choses qui peuvent un peu nous chatouiller. On donne beaucoup d'informations. Ça me permet d'assimiler une information, de la pratiquer et puis en tirer des conséquences, des informations que derrière, je vais transmettre. Et cette transmission-là, qu'elle soit sur les réseaux ou avec un athlète, nous permet en fait vraiment d'assimiler l'information. C'est une des bases de l'apprentissage. Et je pense que la formation, que ce soit en e-learning ou en présentiel, nous permet ça. Et d'une certaine manière, même ce podcast avec toutes les informations que tu as pu nous donner. Donc, merci pour ça. Ouais. Bah ouais, merci pour ton boulot aussi. Moi, ce que je regrette, c'est que des fois, c'est pas les bonnes personnes qui vont consulter tout ça, toute cette documentation et toute cette richesse sur les réseaux et puis sur d'autres endroits. Parce que des fois, c'est beaucoup aussi d'informations qu'on aimerait faire véhiculer peut-être à des kinés plus anciens, peut-être à des kinés peut-être aussi un peu moins passionnés et tout ça. Et on s'adresse souvent un peu aux mêmes personnes, à beaucoup de jeunes kinés qui sont assidus sur leur taf. Et ce serait un message qui serait à faire véhiculer, je pense, à bien plus grande ampleur. La dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast? Moi, j'en ai un, parce que tu as déjà parlé d'un prépa féminin, donc tant pis pour lui. Il y en a déjà un dans le podcast, donc je vais pas parler de lui, mais je Non, vais mais parler de tu peux en donner plusieurs si tu as plusieurs. Bon, plusieurs ben, je infos. reviendrai peut-être sur lui à la fin. Mais le premier qui me vient en tête, c'est quelqu'un qui aussi m'a fait une passe D dans son podcast à lui, et je pense qu'on entend beaucoup à travers celui-ci, mais qui ne donne pas de sa voix. Il interviewe beaucoup de gens de qualité. Je pense que tu le connais forcément, et puis il y a ce travail-là qui doit aussi t'inspirer pour le tien, de podcast aussi. Moi, j'aimerais Mhm. beaucoup entendre au micro, pour une fois, Julien Astourik, qui est le fondateur du podcast Objectif Performance. Je pense qu'on l'entend pas assez. Je pense qu'il a à nous dire des choses peut-être sur toutes les personnalités dans le monde du sport, de la kiné et tout ça qu'il a interviewé. Qu'est-ce que lui, ça lui a apporté? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça, même dans sa pratique? Qu'est-ce que son podcast a pu lui donner comme possibilité par la suite? J'aimerais beaucoup entendre Julien à ton micro. Ouais. Ouais, bah écoute, on lui fera passer. Ça serait vraiment cool. On lui avait fait déjà une petite dédicace avec Gladys Diblin qui, en fait, c'est comme ça que je l'ai découverte, la nutritionniste. Épisode 3, je vous laisserai découvrir. Mais ouais, carrément, on lui fera passer. Et du coup, la deuxième personne? Je pense que ça devrait être un chapitre à part entière. La femme dans le sport, on y vient. Kiné Sport Expert d'ailleurs, on va en parler bientôt. C'est super. Mhm, mhm. Il le faut. Comme le jeune athlète, je pense qu'il y a des spécificités par rapport à la sportive que Paris 2024 nous montrera et j'espère que ce sera vraiment des JO aussi tournés vers le sport féminin, comme pour le sport handicap aussi. Et moi, je pense aussi à Maxence Piolet. Piolet. Qui était préparateur physique au Paris FC, qui l'est toujours avec les féminines. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui a une méthode de travail carrée. J'aime tout de ça, de cette façon de travailler là. C'est lui qui a mis en place, par exemple, je te parlais des QR codes sur les vestiaires. Il le faisait avec les filles. Ok. Je connais bien son travail. J'ai beaucoup questionné aussi les filles avec qui il était. J'ai des amis dans son effectif qui sont même d'ailleurs kinés aussi. Je sais comment il bosse. Et ce serait intéressant de l'avoir lui aussi au micro parce que je pense qu'il est à même de parler de la fille footballeuse et des prochaines évolutions sur les 10, 20 prochaines années dans le foot pro. C'est un vrai sujet et il faut en parler. Ok, top. Ouais, effectivement, en plus, je crois que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans le football féminin, lui. Ça fait un moment, ouais, et puis il fait des petites apparitions sur son podcast à lui, sur des Mhm. trucs sur YouTube. Tu sens qu'il a envie aussi un peu d'être sur les réseaux. Il est peut-être un peu moins pris par le temps, par tout ça, par le côté perso aussi à côté. C'est un mec qui a des choses à dire, et moi, ça m'intéresserait de l'avoir au micro aussi. Sauf si tu as déjà eu un prépa féminin aussi dans le foot et que ça fait double sujet, quoi. Ouais, j'ai eu Liamine Bellaloui, mon ami, comme je te disais, a travaillé à l'Olympique Lyonnais avec les professionnels. Mais ça, c'est toujours intéressant de recouper les informations. Finalement, on n'a rien inventé, hein. Il y a des informations qui forcément vont se recouper en fonction des domaines de compétences. Et c'est ça qui va donner aussi la richesse de ce podcast, je pense. Les auditeurs se disent, OK, lui, il a parlé de ça, lui, il a reparlé de ça, un autre a encore parlé de ça. À un moment donné, c'est que c'est vraiment important, si tu veux. Ouais, bien sûr.
Écoutez, merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié le podcast. Si vous avez kiffé de partager tout ça avec vos collègues, avec votre famille, votre entourage sportif, vos coéquipiers, vos coachs, et tout simplement promouvoir la parole de Pierre. Pierre, je te laisse le mot de la fin. Un grand merci à toi parce que c'est du boulot, parce que je m'en rends compte de par la qualité et vraiment la pertinence de tes questions, c'est trop chouette. Et puis je pense aussi qu'on se devait de passer un petit moment ensemble depuis le temps. Et Yes. donc c'est chose faite aussi. Moi je rêverais d'avoir un podcast aussi, mais par manque de temps je le fais pas. Donc je suis très fan de ce que tu fais aussi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je sais aussi tout le travail que tu réalises. En tout cas, on a bien compris ton message. On vous dit à très bientôt. Ciao.